Ce qui se déroule actuellement en Allemagne n'a rien de moins qu'alarmant. Et c'est précisément contre cela qu'Ulrich Zygmunt met en garde depuis plus d'une décennie. Pourtant, au lieu de l'écouter, les médias l'ont catalogué comme nazi, l'ont ridiculisé et ont étouffé ses avertissements dans le silence. Aujourd'hui, il apparaît qu'il avait raison. Zygmunt va droit au but. Dites à votre famille de se préparer, car l'Allemagne devient chaque jour plus dangereuse. Cette vidéo vous ouvrira les yeux. Et elle vous troublera profondément. Imaginez que nous soyons le 14 février 2026, jour de la Saint-Valentin. Une journée censée célébrer l'amour, n'est-ce pas? Mais à Lyon, en France, elle se transforme en jour de mort. Quentin Deronck, 23 ans, étudiant en mathématiques, catholique pratiquant, engagé dans sa paroisse, aidant les sans-abri et les personnes âgées. Un exemple pour beaucoup, et pourtant, il est tout simplement assassiné par des extrémistes de gauche. Pourquoi? Parce qu'il est conservateur, parce qu'il défend ses convictions contre l'islamisation, contre la folie woke, pour la liberté et l'identité. Il n'était même pas particulièrement actif en politique. Il avait seulement voté pour les mauvais candidats et attiré l'attention par quelques publications sur les réseaux sociaux. Ulrich Zygmunt l'affirme. C'était prémédité, exécuté avec méthode. Les auteurs ont suivi le jeune homme, attendu le moment propice, puis frappé, uniquement à cause de ses opinions politiques. Le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, confirme qu'il s'agissait clairement de l'ultra-gauche. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, désigne la jeune garde comme responsable. Un groupe interdit en 2025, mais toujours actif dans la clandestinité. Même le président Macron se voit contraint de condamner le meurtre. Lui qui a attisé pendant des années l'hostilité contre la droite. Une posture qui sonne creux. Et savez-vous pourquoi cela nous concerne tous? Parce que ce qui se produit là-bas n'est qu'un avertissement de ce qui nous attend ici. Certains affirment que les mêmes réseaux militants existent déjà chez nous, structurés, organisés, déterminés à agir de la même manière. Il suffit d'observer certains reportages et enquêtes pour constater que les méthodes se ressemblent étrangement. Les signaux sont là, visibles pour qui veut bien les voir. Pourtant, on détourne le regard, on minimise, on préfère faire comme si de rien n'était. Le silence devient une forme de complicité. Quentin était comme beaucoup d'entre nous. Jeune, animé par des idéaux, convaincu qu'il pouvait contribuer à améliorer le monde. Il défendait des principes qui dérangent certains milieux. La foi chrétienne, l'attachement à la nation, le respect des traditions. Et pour cela, il en a payé le prix ultime. Cette réalité me révolte profondément. Voilà, selon moi, le véritable visage de l'extrémisme de gauche. Ceux qui se présentent comme des défenseurs de la démocratie deviennent parfois les ennemis de toute voix dissidente. Ils cherchent à faire taire, à exclure, à effacer ceux qui pensent autrement. Les tensions montent, les menaces se multiplient, les attaques contre des responsables politiques et des événements publics s'intensifient. Dans certains cercles universitaires et associatifs, on entend des appels radicaux à éliminer toute pensée jugée indésirable. C'est une dérive inquiétante. J'adresse mes plus sincères condoléances à la famille de Quentin. Qu'il repose en paix. Mais au-delà de l'émotion, il faut poser des questions claires. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi certaines structures radicales semblent-elles bénéficier d'une indulgence particulière? Pourquoi des fonds publics soutiennent-ils des organisations dont les positions alimentent la division, tandis que d'autres courants sont systématiquement surveillés et sanctionnés? Le débat ne peut plus être éludé. Exprimez-vous, réfléchissez, interrogez-vous. Cela vous inquiète-t-il? Craignez-vous pour la sécurité de vos proches? Pour ma part, je dis qu'il est temps d'en parler, sans détour, sans relativiser systématiquement les responsabilités. La violence politique, quelle qu'elle soit, doit cesser. Respirez profondément, mes amis.
Ce n'était que le premier choc. Mais cela continue. Plus près de chez nous. Direction la Saxe-Anhalt, dans la nuit du 10 au 11 février 2026. Les rues sont sombres, silencieuses. Puis soudain, un fracas assourdissant. Des inconnus lancent des sphères de verre remplies de goudron contre la permanence électorale d'Ulrich Zygmunt, député AfD au Landtag. La façade éclate. Le goudron se répand partout. Sur les murs, le toit, même le trottoir est souillé. Les dégâts sont estimés à 20 000 €. Ce n'est pas une farce, c'est une attaque terroriste. Et imaginez un instant que Zygmunt se soit trouvé dans son bureau cette nuit-là. Les projectiles traversent les vitres, l'atteignent peut-être à la tête. Le pire aurait pu se produire. Un élu, un père de famille, assassiné dans son propre bureau. Ulrich Zygmunt se dit choqué, profondément ébranlé. Dans sa déclaration, il affirme être consterné par l'ampleur des faits. Selon lui, il s'agit d'une attaque d'une nouvelle dimension, d'un crime grave à motivation politique commis par des extrémistes. Et il n'a pas tort. Ces auteurs attisent la division, acceptent les dommages humains et matériels. Qui en paie le prix ? Son propriétaire, un citoyen sans engagement politique dont l'assurance ne couvre rien. Lâche, criminel. Et la famille dans tout cela ? L'épouse de Zygmunt vit dans l'angoisse permanente. Qu'a-t-il fait pour mériter une telle hostilité ? Elle craint pour lui, mais aussi pour leur petite fille. Sortir sans protection est devenu presque impossible. Selon leurs proches, même les enfants ne seraient plus épargnés par certaines formes d'intimidation. Et ce ne serait pas un cas isolé. Ces derniers mois, plusieurs incidents auraient visé son bureau. En Saxe-Anhalt, le parti serait, d'après ses partisans, la cible d'actions répétées. Pourquoi ? Parce qu'il progresse dans les sondages, dépassant les 40%. Pour ses soutiens, cela représenterait la voix de citoyens qui se sentent ignorés. Zygmunt affirme condamner fermement toute forme de violence. Il dit attendre la même position claire de la part de l'ensemble des partis politiques. La violence, répète-t-il, ne constitue jamais une solution. Pourtant, malgré les tensions, son mouvement assure vouloir rester déterminé et poursuivre son engagement. Plus que jamais, disent certains de ses alliés. Ils estiment que cette ténacité serait précisément l'état d'esprit dont l'Allemagne aurait besoin. Et la tension ne retombe pas. Direction Fribourg, le 11 février 2026, à 14h32. Une réunion électorale est prévue dans une salle municipale. Avant l'événement, une substance malodorante est répandue dans le bâtiment. Les pompiers doivent intervenir pour nettoyer les lieux. La rencontre a finalement lieu, mais l'odeur persiste, laissant une atmosphère lourde. À l'extérieur, une contre-manifestation rassemble plusieurs milliers de personnes. Les organisateurs dénoncent des perturbations systématiques à chacune de leurs apparitions publiques. Manifestations, blocages, actions coordonnées. Pour eux, il ne s'agit pas d'actes anodins, mais d'une stratégie d'intimidation. Le climat politique se durcit. Les accusations fusent de part et d'autre. Certains y voient le signe d'une polarisation croissante, alimentée par la peur de perdre du terrain, que ce soit dans les urnes ou dans le débat d'idées. Mais ce n'est que le début de la campagne de diffamation visant Ulrich Zygmunt. Le véritable coup de massue, c'est le terrorisme médiatique. Un attentat politique, non pas physique, mais orchestré dans les rédactions. La presse dominante attaque. Népotisme au sein de l'AfD. En pleine année électorale 2026, alors que l'AfD atteint des records, on fabrique un scandale à partir de relations d'emploi pourtant légales. Gros titres tapageurs, réseau d'influence, structure de clan. L'État comme butin. ZDF. Tagesschau. MDR.
tous à l'unisson. Pourquoi maintenant ? Parce que l'AfD domine largement, se professionnalise et se prépare à gouverner. Depuis des années, Ulrich Zygmunt est la cible d'une campagne de calomnie sans précédent. Sous couvert d'état de droit, le parquet de Francfort a déjà déclaré en 2023 que qualifier Ulrich Zygmunt de nazi ne constituait pas une infraction, mais un simple jugement de valeur. Un tour juridique qui ouvre la voie à une diffamation permanente cautionnée par l'État, une arme politique destinée à réduire au silence le seul véritable chef de l'opposition. Le schéma est toujours le même. D'abord, on colle à Zygmunt l'étiquette de nazi, puis on met en scène des provocations dites antifascistes comme preuve de sa prétendue dangerosité. La justice et les médias de gauche avancent main dans la main, tandis que la CDU et le SPD détournent le regard, voire en tirent profit. Et pendant qu'Ulrich Zygmunt affirme révéler la vérité, il devient la cible d'une campagne de haine d'une ampleur inédite. Pourquoi ? C'est simple. En Saxe-Anhalt, l'AfD se maintient autour de 40% et les médias semblent prêts à tout pour empêcher une majorité absolue du parti. Les médias, affirment certains, déforment la réalité. On prétend par exemple qu'un conflit opposerait Zygmunt à son collègue Leif Erik Holm, élu du Mecklembourg-Poméranie occidentale. Pourtant, aucune preuve concrète ne viendrait étayer ces accusations. Holm lui-même a publié une vidéo sur Instagram pour démentir ces rumeurs, assurant que leur relation était bonne et qu'il ne comprenait pas l'origine de telles affirmations. Selon lui, ils collaborent normalement. Malgré cela, de nouveaux récits apparaissent presque chaque semaine, laissant entendre des tensions supposées autour d'Ulrich Zygmunt. D'après leurs partisans, l'appareil d'État interviendrait désormais en plein processus électoral. Ils affirment qu'il ne s'agirait pas d'une théorie, mais d'un fait observable. Dans certains Länder, des électeurs de l'AfD estimeraient subir des pressions indirectes. Se déclarer publiquement en faveur du parti pourrait, selon eux, entraîner des conséquences professionnelles importantes, notamment dans certaines institutions, y compris des organisations liées aux églises, comme la diaconie. Le président de la diaconie, Rüdiger Schuck, aurait pris position de manière claire. L'engagement en faveur de l'AfD serait incompatible avec certaines responsabilités au sein de l'institution. Par ailleurs, en Rhénanie-Palatinat, le débat s'intensifie. Des discussions portent sur l'exclusion de membres de l'AfD de certains postes dans la fonction publique. Les candidats devraient déclarer, dès la procédure de recrutement, ne pas appartenir à une organisation considérée comme extrémiste, catégorie dans laquelle l'AfD serait explicitement mentionnée par certaines autorités. Cette situation accroît la pression sur le parti et nourrit l'inquiétude de ceux qui craignent que des agents publics, par prudence pour leur carrière, choisissent de taire leurs convictions ou de s'en distancier publiquement. L'impression s'impose d'elle-même. Il s'agirait ici d'exercer une pression politique ciblée, maintenir l'AfD sous contrôle, non pas par le débat et les arguments, mais par des moyens administratifs. Et autour de Zygmunt, aucun scandale avéré, aucune preuve tangible, seulement des accusations répétées. Pour beaucoup, tout cela semble fabriqué, dicté par des motivations politiques. Zygmunt parle de militants de gauche déguisés en journalistes. Regardez Dunja Ayali. Elle qualifie le défunt Charlie Kirk de raciste, puis se présente peu après comme victime de menaces de mort dont la gravité reste impossible à vérifier publiquement. Et pendant ce temps, la redevance audiovisuelle obligatoire nous contraint à financer ce discours, à payer pour une ligne éditoriale qui banalise certaines violences et tourne des victimes en dérision. Zygmunt l'affirme, la redevance doit être supprimée. Personne ne devrait être forcé de financer un paysage médiatique accusé d'alimenter la haine et la division. La gauche, selon lui, aurait développé une stratégie redoutable.
se présenter en victime pour détourner l'attention de ses propres responsabilités. Prenons Kevin Kühnert, qui se retire de la vie politique en évoquant un sentiment diffus d'insécurité après avoir été pris à partie par un électeur de l'AfD. Ou encore les Verts, qui se disent principales victimes de violences politiques, alors que certaines statistiques montrent que les représentants de l'AfD sont fréquemment visés par des agressions physiques. Cette apparente contradiction indigne leurs opposants, et Zygmunt affirme la dénoncer avec une clarté implacable. Alors que les tensions augmentent, qu'il s'agisse de perturbations ferroviaires ou d'actes de sabotage provoquant des coupures d'électricité, certains reprochent au gouvernement son silence. Friedrich Merz et la CDU sont accusés, par leurs opposants, de ne pas condamner avec suffisamment de clarté les violences attribuées à l'extrême gauche. À la place, ils chercheraient avant tout des alliances politiques, notamment avec les Verts, afin de consolider leur position. Alice Weidel qualifie cette attitude de lâche et d'irresponsable. Selon elle, il serait urgent d'adopter une ligne ferme contre toute forme de violence politique avant qu'il ne soit trop tard. L'AfD se présente comme la seule formation à aborder frontalement cette menace et à proposer des solutions, ce qui expliquerait, d'après ses représentants, les critiques constantes et les attaques dont elle fait l'objet. La controverse prend une autre dimension avec la diffusion d'un document de coalition présenté comme confidentiel. Il y serait question de restreindre le droit d'éligibilité pour les personnes condamnées à plusieurs reprises pour incitation à la haine. Les détracteurs de cette idée y voient une dérive inquiétante, susceptible d'être utilisée pour écarter des adversaires politiques. Certains établissent un parallèle avec d'autres pays européens, où des figures controversées, comme Marine Le Pen, ont été confrontées à des procédures judiciaires aux répercussions politiques majeures. La question se pose alors: un tel scénario pourrait-il un jour se produire en Allemagne? Si l'interdiction pure et simple de l'AfD s'avère trop complexe à mettre en œuvre, pourquoi ne pas viser directement les figures du parti, Höcke, Weidel, Kruppala, en les écartant par voie judiciaire? Une Lex AfD pourrait ouvrir précisément cette possibilité. Des lois durcies ou des déclarations anodines seraient requalifiées en discours de haine. Des poursuites contre des responsables de l'AfD, puis, à terme, le retrait de leurs droits civiques. Une stratégie indirecte, mais redoutablement efficace. Zygmunt a récemment posé cette question. Où en sommes-nous arrivés? Cela a-t-il encore quelque chose à voir avec la démocratie? Ces paroles résonnent chez de nombreux citoyens qui disent ressentir un recul de la liberté d'expression en Allemagne. Selon lui, il ne s'agit pas d'exagération, mais d'un avertissement face à un avenir sombre qu'il faudrait empêcher collectivement. Merci d'avoir regardé. Restez à l'écoute et surtout, restez vigilants.